Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on est ravis de vous retrouver comme tous les mardis, les vraies voix de l'emploi, avec pour m'accompagner Nicolas Leroy qui est avec nous, directeur du recrutement du groupe Fiducial et du cabinet Ficoba. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cécile. Bonne année. Bonne année. Voilà, j'ai pas reçu de chocolat de vous, j'ai pas reçu de fleurs, j'ai pas reçu de... Ça c'est après l'émission. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Je vous crois tellement. Allez, au sommaire de cette émission, l'économie française qui affronte une vague de restructuration majeure, des suppressions de postes frappent des géants comme Auchan, Michelin, tandis que les prévisions de chômage grimpent. L'INSEE annonce et anticipe 7,6%, de certains experts évoquent 8% d'ici 2025. Cependant, autour de cette table, avec nos invités, on est peut-être ici avec de bonnes nouvelles et nos invités sont là pour en parler. Oui, alors on a deux spécialistes de l'emploi qui sont avec nous pour nous parler de cette année 2025 qui s'annonce, avec Laurent Da Silva qui est directeur général du cabinet de recrutement Chaberton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Marco Vujanicinovic, je vais y arriver, CEO et fondateur de Météo Job. Bonsoir. Et puis une entreprise avec nous qui va nous annoncer des bonnes nouvelles puisqu'on a Régis Blujon. Une grande entreprise. Voilà, DRH de Saint-Gobain qui recrute 3500 personnes en France en 2025. Donc il vient nous annoncer, lui, que l'année va être bonne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Allez, bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commencer, petit état des lieux, peut-être, on parle de restructuration, on parle forcément de plans sociaux. Aujourd'hui, on va démarrer avec vous, Marco Vujanicinovic. Aujourd'hui, quand on regarde finalement le panorama, on se dit qu'il y a énormément de plans sociaux et c'est ce qui est annoncé pour 2025. Absolument, mais je dirais, nous, on regarde les choses de manière un peu plus globale. On a effectivement un ralentissement, disons, du recrutement pour les opérateurs qui sont les intermédiaires, comme les cabinets de recrutement ou des opérateurs du staffing de l'intérim. Il y a eu un ralentissement en 24 et je sens qu'un certain nombre d'entre eux sont prudents pour 25. Néanmoins, on a aussi beaucoup de clients entreprises qui, eux, ont beaucoup de projets de recrutement. Et juste pour donner une indication, le démarrage de l'année, donc ça date d'hier, on avait hier à peu près 1 million d'offres d'emploi proposées sur le marché français online. D'accord ? 1 million d'offres d'emploi, c'est quand même 200 000 offres d'emploi de plus que le pic de 2018. Donc oui, on a un peu moins de dynamisme qu'en 23 ou en 22, mais on reste sur un niveau de besoin de recrutement très élevé. Mais est-ce qu'on a en face les profils ? Parce que c'est bien d'avoir des postes ouverts, mais est-ce qu'on a les profils ? Alors, pas toujours. Alors, pour vous donner un peu d'éclairage, puisque vous dites que, effectivement, et les prévisions, c'est une remontée du chômage de 7,4 à 7,8, 8%. Bon. Je voudrais quand même préciser. Je cite l'INSEE. Bon, c'est l'INSEE. Oui. Bon, voilà. C'est une remontée. Mais ça reste en dessous de 8%. Il faut savoir que sur les 40 dernières années, on n'a fait que 8 années, enfin ça fera la 8e année seulement, en dessous de 8%. C'est-à-dire que les 32 années, c'était au-dessus de 8%. 8%, ça reste historiquement très bas en termes de notre niveau de chômage en France. Et à 8% aujourd'hui, on a beaucoup de décalage dans les filières, entre les besoins des entreprises et effectivement les compétences sur le marché. Et c'est pour ça qu'on a, dans la situation actuelle, même si on est en stagnation économique, on a toujours des tensions dans un certain nombre de filières et on a toujours effectivement des pénuries. Et il y a 6 entreprises sur 10 qui pensent qu'ils auront des difficultés de recrutement en 2025. Alors finalement, vous nous dites que l'année va être un peu moins bonne que les précédentes, mais que les précédentes étaient exceptionnelles. Exactement. On est en train de revenir sur une période un peu plus normale. Est-ce qu'il va y avoir une modification finalement dans le rapport des candidats par rapport à leur emploi, puisqu'ils vont avoir moins de sollicitations ? C'est extrêmement variable selon les postes, les filières, les domaines. Il y a effectivement, comme je dis, il y a plein de domaines qui vont continuer à recruter de manière très très importante en 2025. Le domaine du numérique, de l'informatique, de l'IA évidemment, vous pouvez imaginer, le domaine du commerce, de la logistique, la santé. On peut lister toute une série de domaines sur lesquels il va continuer à y avoir beaucoup de recrutement. Voilà. Après, il y a des domaines peut-être un peu moins actifs comme l'automobile ou la construction, mais on verra avec Saint-Gobain parce que faut rentrer vraiment dans le détail, je pense, des filières, le détail des postes. Vous voyez, c'est extrêmement variable. En fait, quand on parle du marché de l'emploi, on a tendance à regarder quelque chose dans sa globalité et faire des généralités. Et en fait, c'est 1000 métiers. Donc, en fait, la dynamique est extrêmement variable selon les métiers. Laurent Da Silva, vous êtes directeur général du cabinet de recrutement de Chaberton.
Chaberton, voilà. Vos spécificités, vous, c'est quoi aujourd'hui? Et quand vous regardez le marché, comment vous vous positionnez? J'ai envie de dire que le marché de l'emploi, comme vient de le dire Marco, il est multifacette. Ouais. On peut s'amuser aussi aujourd'hui à se faire peur, en disant voilà, ça va être terrible, c'est une année noire qui se présente. Et en réalité, c'est le comparatif qui est important. Et aujourd'hui, on se compare à des années qui étaient juste anormales. 2022, 2023 ne peuvent pas être des années de référence. On est dans des années post-Covid où l'emploi était tendu, le monde était devenu un peu fou, des candidats avec 4-5 propositions, c'était la guerre des talents, on en parlait tous les jours, la grande démission, rappelez-vous. En fait, si on se compare maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, à 2019 ou 2018, ça ne peut rien avoir. Là, on devient tout d'un coup beaucoup plus optimiste. Donc en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et je pense qu'on a intérêt, tous, parce que ça c'est important, le moral est déterminant. Le moral des cadres, le moral des salariés, le moral des entreprises joue beaucoup. Si on passe, et on est tous responsables, on est tous acteurs de ce message, si on passe un message positif, à ce moment-là, les gens vont se remettre à l'écoute du marché. 1 cadre sur 2 déclare être à l'écoute du marché pour 2025. Même s'il a un poste? Même s'il a un poste. D'accord. Il veut trouver peut-être un meilleur épanouissement, un meilleur équilibre, un meilleur salaire, un meilleur projet. Donc 1 cadre sur 2 est en mouvement. Évidemment, il a concrétisé ce mouvement au regard d'une dynamique qui sera positive ou pas, donc de son moral. Finalement, oui, mais il y a des grands groupes aujourd'hui qui ralentissent un peu leurs projets en France du fait notamment de l'instabilité politique. Est-ce que finalement, ça va pas impacter l'emploi malgré tout? Là, je peux me tourner vers Régis des Saint-Gobain. Est-ce que finalement, cette incertitude actuelle, notamment politique, va pas ralentir un peu les groupes, notamment traditionnels, qui se posent un peu de questions sur l'avenir? L'incertitude politique, ça aide pas, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, il y a du travail de fond qui est réalisé. Vous voyez, dans la construction, nous sommes le leader mondial de la construction durable. Notre métier, c'est de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Là, il y a du métier. Là, il y a du travail. Là, il y a de l'activité. Et c'est vrai, on a besoin de la prime Rénov', donc on a besoin du gouvernement. Mais nos clients, les artisans, ont besoin d'avoir des matériaux, d'avoir des services, et nous sommes là pour les fournir. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers chez vous? On parle de rénovation énergétique, on parle d'écologie, d'environnement. Est-ce qu'il y a une naissance, par exemple, chez Saint-Gobain, de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant? Oui, il y a des nouveaux métiers qui se créent, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Oui. Mais il y a surtout de la transformation de tous les métiers. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, le temps moyen de formation d'un salarié chez Saint-Gobain, c'est 19 heures de formation par an. Donc ça veut dire que quand on rejoint un grand groupe comme Saint-Gobain, eh bien on va développer ses compétences et on aura encore plus de valeur pour demain rebondir sur le marché du travail. Donc c'est ça qui compte fondamentalement. C'est pas tant le fait qu'il y ait des nouveaux métiers, c'est que les métiers s'adaptent, se transforment et au final, les solutions de la construction deviennent plus performantes pour une meilleure écologie des bâtiments. Est-ce que ça veut dire que c'est 2025, c'est l'année de la formation peut-être ? En fait, oui, la formation, c'est très... On en parle beaucoup, mais on a l'impression que ça met quand même un peu de temps. Parce que... Et non pas chez les entreprises, qui elles font un travail formidable. Oui, tout à fait. Non, mais vous avez tout à fait raison. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pénuries d'ensemble de filières. Il y a beaucoup de formations à faire. D'ailleurs, dans les dernières années, il y a pas mal de groupes qui ont créé leurs propres organismes de formation. Et la formation va devenir très très importante. Il va y avoir une grande transformation des métiers, comme vous venez de le dire, dans les prochaines années. De toute façon, quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que on est dans une tendance structurelle en France, en Europe. On va vers la pénurie de main-d'œuvre. On va vers la pénurie de main-d'œuvre et c'est lié on l'est déjà un petit peu sur certains secteurs. On l'est déjà donc dans l'ensemble de filières, mais ça va être c'est un phénomène un peu macro. Alors il y a des soubresauts, là on a un peu de remontée, mais en fait on va vers une réduction des populations en fait tout court en Europe. Vous le savez, ça a commencé en Italie d'ailleurs récemment. Vous avez vu que le taux de chômage en Italie a considérablement baissé, mais en fait la population italienne est en train de baisser et en plus la population globale baisse, mais elle vieillit en même temps.
Donc la population active, elle baisse dans des proportions assez importantes. En Allemagne, ils vont perdre 3 millions d'actifs dans les 5-6 prochaines années. Donc en fait, on est face à des pénuries de main-d'œuvre et effectivement, c'est toujours la complexité. Comment est-ce que les compétences sont bien alignées par rapport aux besoins? Donc la formation, elle est fondamentale. On va en parler dans quelques instants. On fait une petite pause. On reviendra sur tous ces secteurs qui recrutent et puis on ira un peu sur le détail des métiers parce que c'est vrai que chez Saint-Gobain, il y a pléthore de métiers et peut-être que ceux qui nous écoutent se disent ah bah il y a peut-être quelque chose pour moi. Bah forcément. Allez, à tout de suite. C'est Vincent Ferniaud. Je voulais vous souhaiter une belle et bonne année 2025. Je pense à nos paysans, je pense à tous nos auditeurs et à tous ceux pour qui 2024 n'a pas été tendre. 2025, ça sera mieux, vous verrez, sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec Nicolas Leroy qui est avec moi, qui m'accompagne tous les jours avec des perspectives d'emploi pour 2025 en France qui indiquent une demande accrue dans plusieurs secteurs d'activité clés et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Laurent Da Silva est avec nous, directeur général du cabinet de recrutement Chaberton. Marco Vasusi, je vais y arriver, hein, mais comment on dit, dites-moi? Vujasinovic. Voilà, c'est ça, mais il le dit tellement bien. CEO et fondateur de Météo Job et à chaque fois j'écorche son nom et j'en suis désolé. Régis Blujon qui est avec nous, DRH France de Saint-Gobain avec un recrutement assez important. On va commencer par vous. Justement, ce déploiement, 3500 postes aujourd'hui ouverts. Saint-Gobain, pour ceux qui ne connaissent pas bien, pour qui c'est un petit peu flou, vous faites tellement de choses, vous existez depuis tellement longtemps, avec de véritables expertises. Aujourd'hui, c'est quoi les métiers chez Saint-Gobain? Les métiers chez Saint-Gobain, ils sont portés par des enseignes. C'est Isover dans le métier de l'isolation. Oui. C'est dans le métier du plâtre, Placo-Plâtre, dans le métier des mortiers, Weber. Et puis, on a aussi des métiers qui sont des métiers de service, des métiers de commerce. Par exemple, on a la très belle enseigne Point P, on a l'enseigne Plateforme du bâtiment, on a l'enseigne CDO. Donc, ce sont des métiers qui sont tournés vers le bâtiment durable, vers la rénovation qui sont ou vers le connectés les uns aux autres, en plus. Et qui sont connectés les uns aux autres. Ouais. Et ça veut dire que quel type de métier aujourd'hui Il y a des métiers de vendeurs, il y a des métiers de techniciens de l'industrie, de conducteurs de ligne, de conducteurs de chariots élévateurs, où il y a des métiers d'encadrement. Et dans l'encadrement, vous pouvez avoir des métiers de finance, vous pouvez avoir des métiers d'ingénieurs, vous pouvez avoir des métiers de recherche et de développement, vous pouvez avoir des métiers de commerce. Chez Météo Job, est-ce que finalement aujourd'hui tous ces métiers existent et tous ces métiers sont à pourvoir? En fait, vous les sentez? Vous sentez qu'il y a une appétence aujourd'hui? Oui, tout à fait. On diffuse notamment les offres de Saint-Gobain. Mais qu'il y a une appétence des demandeurs d'emploi? Oui. En fait, pour donner l'exemple de Saint-Gobain, je pense qu'en 2024, nous on a envoyé plusieurs dizaines de milliers de candidatures à Saint-Gobain. Oui, tout à fait. Et alors vous êtes une industrie traditionnelle les industries traditionnelles souffrent un peu en ce moment, on pense à l'automobile, mais vous finalement vous êtes porté par la bonne santé du bâtiment et notamment des rénovations des bâtiments durables. Absolument, la rénovation thermique, le fait de lutter contre les passoires énergétiques, il y a des besoins pour tout le monde et il y a des besoins aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire. Donc on peut faire du tertiaire, du collectif, ou on peut faire de la rénovation individuelle. Par exemple, pour donner deux indicateurs qui sont importants et qui montrent que le marché a des éléments dynamiques en soi. Un, il y a les taux de crédit qui baissent. Les clients ont besoin d'emprunter de l'argent pour faire de la rénovation ou pour construire. Deux, le nombre de transactions dans l'immobilier est en train de remonter. Les personnes qui achètent vont avoir des projets derrière, de refaire des salles de bain, de refaire des cuisines, de rajouter une chambre. Donc c'est de l'activité pour nos clients, qui sont les artisans. Nous, nos métiers sont des métiers locaux. On est extrêmement territorial. On a 2000 agences en France, on a 90 usines en France. Donc finalement, dans les grands groupes industriels français, aujourd'hui, vous avez fait figure un peu d'exception, si je compare avec d'autres groupes, comme les groupes automobiles qu'on va pas citer. Oui, le secteur de l'automobile ne va pas très bien, mais le secteur du bâtiment va bien. Et dans le secteur du bâtiment, nos collègues vont aussi bien. Et donc, ce qu'il faut, en réalité, c'est avoir un esprit de confiance. Vous voyez, l'activité, ça repose sur la confiance. Donc, il faut
entraîner un flux de confiance qui va donner de la sérénité et qui va permettre aux personnes de s'inscrire dans des projets. Vous voyez, nous, on n'est pas sur du B2C, comme on dit, on n'est pas dans du commerce immédiat. Donc on est sur du projet, donc il faut aider nos clients à mûrir, il faut que nous accompagnions les artisans et qu'on fournisse les bonnes solutions et les bons services pour pouvoir créer de l'activité. Finalement, Laurent, vous, d'un point de vue cabinet, vous voyez cette dichotomie qu'il y a entre les industries, les secteurs qui vont bien fonctionner en 2025 et ceux finalement qui vont souffrir? Déjà, il faut se dire qu'en France, on a quand même un marché qui est très particulier, puisqu'on parle beaucoup des grands groupes, donc on a un prisme à regarder le CAC 40. Parlons des ETI, parlons des régions aussi. Et là, on va s'apercevoir que le marché est quand même protéiforme. Alors, pour les gens qui ne savent pas, les ETI, c'est entre 250 personnes et 3900 personnes. C'est les entreprises de taille intermédiaire. Voilà. On parlait d'Italie tout à l'heure. L'Italie va très bien, puisqu'ils ont un marché aussi d'entreprises de taille intermédiaire, familiale, qui est beaucoup plus fort que le nôtre en France. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est attentiste, puisqu'on a un gouvernement tout jeune, on ne sait pas trop quel va être le budget, on ne sait pas trop quelle va être la politique de l'emploi qui va être menée, donc ça crée de l'attentisme. Mais la ministre le disait encore récemment, le marché ne s'est pas retourné. Le marché ne se retourne pas, le taux de chômage demeure faible. Et moi, j'ai parlé de celui des cadres, il est toujours sous les 4%. Et si on compare le volume de recrutement cadre en 2024, qui est donc de près de 330 000 recrutements de cadres, versus 2019, où on était à 280 000. Donc, je ne vais pas dire que tout va bien, mais tout ne va pas si mal que ça. Évidemment, il y a l'instabilité géopolitique, il y a l'arrivée de Trump au pouvoir avec les barrières douanières, donc ça crée un peu de crainte. Mais, comme je disais tout à l'heure, les entreprises sont aussi globales. Donc, elles ne raisonnent pas uniquement que sur le marché français. Même nos ETI sont globales. Donc, finalement, pour te répondre, Nicolas, j'ai envie de dire que soyons optimistes sur cette année 2025. Et si on est tous optimistes, on va créer des bonnes nouvelles sur le marché de l'emploi. Sachant qu'il y a aussi des nouvelles formes de métiers qui se développent. Le management de transition. Le management de transition est une demande qui, dans un marché un peu incertain, va aussi probablement rebondir à nouveau après une année qui a été un peu plus compliquée. Oui, avec un âge qui augmente. Aujourd'hui, quand on avait quelques années, à 50 ans, on se disait c'est fini, on sort des entreprises. Maintenant, on sent qu'il y a un retour finalement des 50 et 60. Ça reste... enfin, c'est un sujet vraiment très très important puisqu'on on est en train de décaler l'âge de départ à la retraite et c'est un sujet extrêmement important où je dirais que la France est, à mon avis, quand même encore un peu culturellement à la traîne, à la traîne, oui. Par rapport à d'autres pays dans le nord de l'Europe où je pense qu'on accepte... À la traîne de quel côté? À la des employés du point de vue des employeurs. Du point de vue des employeurs, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même tendance à considérer en France, encore aujourd'hui, qu'au-delà de 50 ans, les seniors sont peut-être un peu trop âgés, alors qu'en fait, il y a un raisonnement purement économique, bon, peut-être qu'il est rationnel, peut-être que c'est des salaires plus élevés, mais il y a un raisonnement qui devrait être tenu, qui est beaucoup plus important, c'est la compétence et l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement des gens qui ont beaucoup d'expertise, beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience, et qui, je pense, sont extrêmement utiles dans les entreprises. Chez Saint-Gobain, il y a une différence entre la jeune génération, on en parle souvent, qui a envie d'un métier qui a du sens, avec plus âgé, où on est là pour travailler en fait. Écoutez, nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir toutes les générations présentes. Oui. C'est-à-dire que nous, on souhaite être à l'image de la démographie du pays. Nous, on travaille localement, donc on doit avoir la diversité des générations. C'est exactement ça. Mais comment équilibrer en interne ? Écoutez, ça s'équilibre quasiment naturellement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partir vos anciens et que vous ne les poussez pas, et que vous continuez à les accompagner par des politiques de développement, par des politiques de formation, ils ont toutes les raisons du monde de rester. Et ils sont très heureux de rester. Et donc, eux, ils apportent, comme disait Marco, leur expérience, leurs compétences, et puis, ils ont quelque chose, ils connaissent l'entreprise. Vous voyez, les valeurs culturelles de l'entreprise, ils les connaissent profondément, et ils aiment les partager. Ils aiment les partager. Et ça a de la valeur. De l'autre côté, les jeunes qui arrivent, ils découvrent un monde qui est le monde du travail. Et donc là, ils ont les seniors, comme on dit, qui sont là pour leur expliquer. Et puis les jeunes,
ils ont quelque chose. Eux, ils arrivent, ils sont digital natives, comme on dit. Et donc, ils apportent ça et ils disent au seigneur, tiens, ben regarde ton petit tableau Excel, regarde comme moi, je peux te le faire accélérer. Vous voyez, et les deux s'enrichissent et ils se plaisent au travail. Mon petit bonhomme. Et non, mais ça crée, vous voyez, une forme d'émulation. Et donc, il y a du plaisir de travailler. Mais vous recrutez à plus de 55 ans aujourd'hui ? Oui, bien sûr. On recrute à plus de 55 ans. On recrute moins, je le reconnais, à plus de 55 ans qu'à 25-30 ans. Mais on recrute aussi à plus de 55 ans, absolument. Parce que c'est là le problème qu'on constate. Hein. Je pense que je tourne vers les cabinets. C'est que moi, j'ai passé en cabinet, j'ai énormément de clients qui me disaient, bon, à partir de 50 ans, ils vous le disaient pas, mais quasiment, il y avait une réticence. Quand même. Elle existe toujours un peu. Ces deux bornes, que ce soit les juniors, les jeunes ou les seniors, dans un marché de l'emploi un peu plus compliqué, c'est les populations qui vont probablement être les plus en danger. Ça, c'est certain. Ce qui est amusant, c'est qu'en politique, actuellement, il y a tout un débat sur justement l'expérience versus les jeunes. Hein. Et là, on a tendance à dire, ah bah finalement, peut-être il faut de l'expérience. Hein. Donc, c'est plutôt amusant, je trouve. Mais est-ce qu'ils sont plus enclins aujourd'hui, on va avoir un peu de retard, mais est-ce qu'ils sont plus enclins aujourd'hui à peut-être à baisser leur salaire ? Est-ce qu'il y a de la négociation ? Je pense qu'il y a des gens qui sont totalement prêts effectivement à faire baisser leur salaire, partir sur une nouvelle étape de leur vie professionnelle, absolument. Ouais. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On verra si finalement les aides sont à la hauteur, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont lâché un peu l'affaire parce que les aides ont un peu baissé. Est-ce que ça a créé vraiment du trouble ? On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parle Sud Radio. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi dans cette journée, en tout cas de ce mois de janvier 2025. Les perspectives pour certains ont l'air un peu en berne, et autour de cette table, finalement, on n'a que du positif. Vous avez pas de micro. Général du cabinet de recrutement Chaberton. Marco Vujasisovic, je le dis vite, CEO et fondateur de Météo Job, et puis Régis Bujon, DRH de Saint-Gobain, qui nous accompagne ce soir. Alors je disais avant la pub de finalement la petite réduction des aides à l'embauche sur différents statuts, comme par exemple les alternants. Marco, on est passé de 8 000 parfois, ou je ne sais plus combien c'était, 8 000, 6 000, et là on tombe d'un plafond. Ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui ne peuvent plus en fait. Là, en tout cas dans les prévisions, il y a effectivement une tendance à un ralentissement du recrutement des alternants. Ça spécifiquement sur ce segment, il y avait un effet clairement d'impact des aides. Je pense que ça a contribué fortement. Ce qui est prévu pour le moment, c'est qu'il y ait une baisse un peu du recrutement d'alternants. 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 euros pour les entreprises de 250 salariés et plus, sous certaines conditions. Vous le sentez, Laurent Da Silva, vous sentez que ce ralentissement peut créer aussi un petit... En fait, le problème, c'est le manque de visibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de DRH qui se posent la question de comment je fais mon budget 2025, quel va être l'impact du budget de l'État et quelle vont être la taille des aides. Et ça nuit quand même aux décisions d'investissement, que ce soit sur l'emploi ou même plus largement tous les autres investissements d'entreprise. Donc cette période d'attentisme, elle nuit à l'emploi et elle nuit aux jeunes. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un dossier séparé pour les TPME, les PME, en disant voilà, on met le paquet sur vous parce que c'est eux qui ont besoin aujourd'hui de recruter et qui n'ont pas forcément les moyens, et peut-être un peu moins pour les grandes entreprises, parce que là on sent que on parle de TI et ensuite c'est moins de 250 salariés, mais ceux qui ont des petits artisans, des gens qui ont besoin aujourd'hui de recruter, c'est difficile pour eux. Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis assez inquiet sur l'alternance, Marco, parce que nous, chez Fiducial, on va se poser la question de recruter énormément, quelque chose qu'on a développé depuis 5 ans. Et là, les bonnes intentions, je ne sais pas comment ça va être chez Saint-Gobain, mais il y a quand même une interrogation par rapport à l'alternance. Ça va être un peu plus difficile. Nous, on va maintenir notre politique d'alternance. On va recruter 1200 alternants en 2025, et on a, bon an, mal an, 2000 alternants présents, dont certains... En France ou dans tout En France. Je parle des chiffres de la France. Là. Et donc... on a notre propre école d'ailleurs de formation, notre propre centre d'alternance que nous appelons Génération Saint-Gobain, et honnêtement ça nous apporte quand même aussi un flux de formation à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a des contreparties, il y a des vrais atouts, mais là où l'alternance est très précieuse, c'est chez nos clients. Oui, chez les artisans, avoir un alternant, un compagnon alternant, c'est ultra précieux. Ça apporte de la compétence.
on apprend le métier au plus près du terrain. Donc oui, là c'est clé. Et la transmission du savoir-faire surtout. Et la transmission du savoir-faire. Marco, vous vouliez réagir ? Non, mais je voulais effectivement confirmer que l'idée de dire, en fait, il faudrait différencier les tout petites entreprises des grandes entreprises sur un sujet comme celui-ci me paraît très intéressant. C'est là où on voit la différence. Les grands groupes, ils continuent à investir. Ils se disent, bon, ok, ça joue un peu, mais c'est pas significatif. Pour un artisan ou une petite entreprise, là, l'impact des aides est très significatif. Et donc, effectivement, le côté spécifique aurait du sens. Sur l'international, parce qu'on parle beaucoup de mobilité, plein de gens, enfin, vous le disiez tout à l'heure en antenne, certains veulent rester en France et faire plutôt du télétravail, mais l'international plaît encore énormément, par exemple chez vous à Saint-Gobain, parce que c'est plus de 96 pays. 96 pays, oui. C'est ça. Nous sommes organisés par pays, hein, nous agissons, nous sommes 160 000 à travers le monde, et effectivement... Enfin, on rappelle que c'est français à la base. Hein. Oui, c'est une entreprise française, d'ailleurs notre nom est français, hein, c'est Saint-Gobain. Nous avons été créés il y a 360 ans par un édit de Louis XIV et de Colbert. Merci beaucoup. Et donc, oui, il y a la possibilité, après tout c'est ouvert. Ce qui compte, c'est de mettre sur la table des options. Et si on souhaite avoir un parcours à l'international, oui, d'accord. Si on souhaite avoir un parcours pour travailler à l'agence Point P de Montauban, très bien aussi. Vous voyez, les deux sont possibles. Et moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Tous les métiers sont exportables ? Oui. Oui, oui, absolument. Et il faut écouter ce que les futurs salariés vont vouloir faire, et puis quel type de valeur. Ce qui compte, c'est apporter de la valeur ajoutée. Bon, voilà. Et certains, pour leur développement, souhaitent rester dans un territoire, dans une région. Très bien, on peut aussi avoir de la mobilité en restant dans sa région. Vous voyez, et d'autres vont vouloir avoir des parcours qui vont passer par l'Amérique du Nord, par le Canada, je ne sais pas. Très bien aussi. Vous faites aussi toujours vos parcours un peu internationaux pour vos cadres de haut niveau. C'est un passage obligé à l'international, ou est-ce qu'au contraire, à l'époque du télétravail, on est revenu sur des choses un peu plus locales ? On voyage moins, significativement moins. Vous voyez, 3 fois moins que nous voyagions avant le Covid. Ça, c'est vrai. Mais des expériences à l'international, oui, bien sûr, il en reste. Et pas que pour les cadres dirigeants. Pour les experts. Pour les experts, c'est pas une histoire. Enfin, oui, il faut préparer les grands dirigeants de demain, et une entreprise comme la nôtre se doit de faire ce travail-là. Mais c'est aussi vrai pour des experts. Vous voyez, on a besoin de techniciens dans l'isolation au Canada. On a besoin de professionnels de la fonte au Brésil. On a besoin de verriers en Malaisie. Donc oui, il y a des postes. Dans votre cabinet, Laurent Da Silva, est-ce que vous incitez les entreprises, parce que on sent que il y a un vrai virage, on le disait tout à l'heure chez Saint-Gobain, mais à faire très attention aux valeurs, à l'appétence finalement de qu'est-ce qu'on a envie d'envoyer comme message des entreprises. Est-ce que ça se travaille de plus en plus ? Oui, la marque employeur, c'est un sujet depuis longtemps travaillé, et ça devient une priorité absolue. Aujourd'hui, les candidats... 2025, on peut pas faire sans. Non, les candidats, 2024, on faisait déjà pas sans, puisqu'aujourd'hui, si on veut attirer des candidats, il faut que les entreprises aient une colonne vertébrale, mais que ce soit pas qu'un discours publicitaire. Il faut que ce soit incarné au plus haut niveau par l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour se renseigner et pour savoir si ce qu'on affiche est une réalité. Donc, avoir des valeurs, c'est bien. Les incarner au plus haut niveau de l'entreprise, c'est encore mieux. C'est peut-être parfois un peu plus difficile, mais c'est ce que recherchent aujourd'hui les candidats, notamment sur les sujets RSE, par exemple. C'est des vraies questions. Aujourd'hui, beaucoup de candidats auraient du mal à concevoir qu'une entreprise continue à voyager autant qu'avant le Covid. C'est quoi l'empreinte carbone de l'entreprise ? Ça, c'est des vrais sujets qui sont sur la table au quotidien par les candidats. Chez Météo Job, quand on fait finalement les 5 ou 10 immanquables pour entrer dans une entreprise, qu'est-ce qu'on choisit d'abord en fait ? À part son expertise, qu'est-ce qu'on attend ? Alors en fait, je dirais que depuis 2-3 ans, il y a eu un petit virage quand même sur la rémunération, parce que et ça c'était lié à l'inflation. Donc la rémunération, c'était pas forcément le critère numéro 1. Mais sur 23-24, on a senti que ça remontait un peu comme un critère. Compte tenu de l'inflation, évidemment, il y avait un effet, quelque chose d'important autour de la rémunération. À un moment donné, il y a quelques années, la localisation, la proximité avec le lieu de travail était très importante. Avec le Covid, avec le télétravail, c'est devenu moins important. Et c'est en train de remonter.
Voilà. C'est-à-dire qu'on s'est lassé un petit peu de rester chez soi, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on voit que pour beaucoup de gens, hein, tout ça, ça dépend des personnalités, ça dépend des jobs, mais pour beaucoup de personnes, il y a quand même un besoin de contact, disons, de présence physique, en tout cas partiellement au moins. Voilà. Et je dirais le troisième élément quand même qui reste et qui est très important, hein, si vous mentionniez, c'est quand même la motivation pour l'entreprise, pour le projet. D'ailleurs, je pense de manière générale, parce que tout à l'heure on parlait de seniors, du coup des seniors, etc. Mais en fait, je pense que quelqu'un de motivé dans un job par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, c'est une différence de productivité colossale. Ah bah oui, ça, colossale. Donc en fait, la motivation, c'est un critère qui me paraît absolument fondamental, que ce soit pour les candidats ou pour les entreprises. Est-ce que c'est à l'employé d'être motivé ou est-ce que c'est aujourd'hui à l'entreprise de motiver le candidat? Est-ce que ça, c'est une vraie question? C'est les deux. Enfin, l'employé, il a ses propres critères de motivation, des choses qui l'attirent. Et donc, par exemple, je trouve que c'est très intéressant pour des entreprises. Hein, c'est comme, regardez, disons, moi, je préfère recruter des gens extrêmement motivés, mais qui n'ont pas forcément fait les études ou, disons, des grands diplômes, hein, que des gens qui ont des grands diplômes et qui sont moins motivés. Est-ce que chez Saint-Gobain, finalement, est-ce que vous avez fait une espèce d'introspection, disons, sur les valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un cheminement qui a été opéré depuis quelques mois, voire quelques années, de dire il y a des choses à changer chez nous? Oui, absolument. Lorsque nous avons refait notre plan stratégique, hein, que nous appelons Transform and Grow, on a développé des nouveaux axes de travail. Ils sont 3. C'est 1, la confiance. Nous, on s'aperçoit que les personnes ont besoin de confiance. 2, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que les personnes ont besoin de comprendre ce qu'elles vont faire, quel type de valeur ajoutée elles vont apporter et dans quel type d'organisation. Et la 3e chose qui est très importante, c'est le travail en équipe. Nous, on dit très bien, chacun a des compétences personnelles, mais il doit les mettre au service du collectif. Et c'est le collectif qui gagne. On gagne ensemble. La compétition, c'est avec l'extérieur. À l'extérieur, nous avons les clients que nous sommes là pour servir, et puis on a nos concurrents. À l'intérieur, c'est du travail en équipe. Et ce travail en équipe-là, nous, on s'aperçoit que mis dans notre politique, hein, qui est réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Donc nous, on est très dirigés. Le sens, c'est l'environnement. Vous venez travailler pour réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Si vous faites ça en solidarité avec vos collègues, avec une responsabilité bien écrite, et dans une ambiance, dans un management qui vous donne de la confiance, vous pouvez prendre de l'initiative. Vous êtes dans un esprit d'entreprise positif. Oui, c'est ça, Saint-Gobain. Pardon, je rebondis, Nicolas. Ça veut dire qu'en interne, il y a, j'imagine, un peu d'inertie dans des grands groupes. Il a fallu transformer aussi les habitudes de travail de gens qui étaient déjà chez vous depuis des années. Parce que pour ceux qui sont entrants, ok, mais c'est ça qui a dû être compliqué. Oui, il faut transformer l'entreprise, mais une entreprise qui est vivante, c'est une entreprise qui se transforme. Donc il faut mettre effectivement de la formation. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut entre nous s'aider. Il faut faire, des opérations qui sont un peu sensibles. Après, vous savez, une grande entreprise, en réalité, c'est un ensemble de périmètres dans lesquels les personnes ont aussi leur champ de responsabilité, dans lesquels elles s'identifient. Mais par rapport à une politique, par rapport à un plan d'action qui est un plan d'action global, voulu, qui est la performance énergétique du bâtiment, la réduction de l'empreinte carbone. Alors, vous n'avez pas de micro. C'est le moment des augmentations. On va ouvrir un peu le chapitre des salariales. Vous faites bien de me le dire, tiens. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, je me tourne vers Laurent, est-ce que les clients que vous avez vont augmenter leurs salariés, ou même est-ce que les jobs que vous avez, on a vu une inflation des salaires, vont continuer à monter? Eh bien, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour tout le monde. La bonne époque, c'était l'an passé, puisque l'an passé, c'était la période d'inflation. On a vu des grosses augmentations. Ouais, l'an passé, il y a eu des grosses augmentations. Cette année, l'augmentation va être très très faible, elle va être proche de 1% globalement chez une grande majorité de nos clients. On vient d'avoir les chiffres de l'inflation, c'est une bonne nouvelle, l'inflation baisse, mais les deux périodes concordent cette année, et donc on va se retrouver avec des augmentations des NAO, négociations annuelles obligatoires, qui vont être proche des 1% dans beaucoup d'entreprises, y compris les plus belles et les plus grandes. Mais est-ce qu'il faut réfléchir à une autre façon de travailler l'entreprise avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui apportent de la participation finalement en disant on ne peut pas vous augmenter, mais en contrepartie vous devenez un peu les patrons des... c'est la nouvelle loi, le partage de la valeur. Donc effectivement, c'est un vrai atout pour les entreprises de dire effectivement, quelque part vous êtes associés.
au succès de l'entreprise, différemment de la rémunération, mais par des plans de participation ou d'intéressement. Effectivement, ça a beaucoup de sens. Et ça, c'est une demande, vous le sentez, vous, Marco, chez Météo Job, de dire, nous, on a envie finalement de participer. On n'est pas entrepreneur. En tout cas, chez Météo Job, l'entreprise de Météo Job, nous, en fait, on pense que c'est très très important. Et d'ailleurs, on a un dispositif, alors ça va au-delà de la participation, qui fait qu'au bout de 2 ans, tous les salariés deviennent actionnaires. Et on n'est pas les seuls, d'ailleurs, puisque je crois que Stellantis récemment a mis en œuvre un grand plan d'actionnariat salarié. Donc il y a 2 leviers en fait, la participation et l'actionnariat salarié. Et je pense que ça c'est très très important de travailler. D'ailleurs sur la motivation par exemple. Ouais, et de travailler, je pense au niveau du gouvernement, sur quels sont les mécanismes qui accompagnent ce genre de choses. Je pense que c'est fondamental. Il faut que les salariés récupèrent une partie de la création de valeur de l'entreprise. Régis, vous, chez Saint-Gobain, c'était délicat d'en parler, mais est-ce que vous continuez sur le même trend que les années précédentes ? Oui. Non, c'est pas délicat d'en parler. Nous avons aussi un plan d'actionnariat salarié qui est en œuvre depuis plus de 20 années consécutives. Les salariés du groupe, aujourd'hui, sont les premiers actionnaires. Premiers actionnaires de Saint-Gobain, ce sont les salariés. Combien de pourcents Et nous, quand on regarde un salarié de Saint-Gobain, en réalité, on le regarde à travers 3 dimensions. 1, il est actionnaire, il est porteur d'actions. 2, c'est un client. Et il vit dans un appartement, il vit dans une maison, il travaille dans un lieu, il va faire du sport dans un gymnase. Donc c'est un client. Et 3, c'est un salarié. Donc vous voyez, ça crée une ambiance très particulière dans l'entreprise. Et ça crée un dynamisme. Et ça crée aussi un attachement. Et on va en parler. C'est exigeant. On va en parler dans un instant pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Quelles sont les perspectives, en tout cas, de ce marché de l'emploi ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à imaginer ? On fait un petit point dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi, et même si la conjoncture montre peut-être des points négatifs, en tout cas, on est encore sous la barre des 7,5% de chômage. Donc on est plutôt dans la bonne direction avec pléthore de possibilités, en tout cas avec nos invités du jour. Et on va revenir avec vous à Saint-Gobain. On le disait tout à l'heure, 3600 postes aujourd'hui ouverts. Ça veut dire que comment on fait pour aller chez vous ? Est-ce qu'on passe par un cabinet ? Est-ce qu'on pousse la porte puisque vous êtes très, très déployé sur le local ? Est-ce que finalement toutes les formes aujourd'hui pour trouver du travail sont possibles ? Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut passer par l'intranet, sur le site internet du groupe Saint-Gobain. Il y a une page carrière. Les postes sont affichés et donc évidemment on peut directement postuler et on se retrouvera en contact avec un responsable des ressources humaines ou une responsable des ressources humaines et le parcours se créera. Ou alors on ouvre la porte d'une agence.p et on est motivé et on dit qu'on cherche de l'emploi et on y va. Donc, vous voyez, soit c'est de la proximité, parce que c'est notre chance, 90 usines, 2000 agences sur le territoire. Donc, nous, on croit beaucoup à l'emploi local. On agit localement. Donc, on peut véritablement, physiquement, se présenter et trouver un travail. Est-ce qu'il y a des régions, plus faibles que d'autres ? Il y a des régions plus dynamiques que d'autres. Voilà, je dirais positif, vous avez raison. Voyez, traditionnellement, l'Ouest est très dynamique. D'accord. Et notamment dans le métier de la construction. Donc ça, c'est vrai. Après, c'est plus dynamique autour des grandes villes, vous voyez, sur les grands bassins d'emploi, parce que nous, on est dans la construction. Donc évidemment, là où il y a de la densité immobilière, nous, on a plus d'activité. Donc ça, c'est très clair. Donc quand on est dans des régions qui sont un peu plus isolées, c'est plus compliqué, je le reconnais. L'industrie n'est pas toujours attractif pour on va dire, monsieur tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes ouvert à des profils qui sont hors de votre secteur, dans le cadre de reconversion notamment ? L'industrie, c'est la transformation des matériaux. Vous voyez, quand vous savez transformer de la fonte, je vous promets que l'attachement d'un homme ou d'une femme de la fonte à son métier, il est total. C'est de l'attachement au métier du verre, c'est de l'attachement au métier de l'isolation. Vous voyez, le processus on n'y pense industriel... pas forcément. Non, mais les personnes viennent le voir et c'est fascinant.
Je promets que c'est fascinant. Et vous avez des parcours de développement, vous avez des parcours professionnels. Et là, tout à l'heure, on parlait des générations. Et quand vous voyez un ancien qui est à côté de vous, qui vous montre comment lui, il a accompagné la transformation des métiers et qui vous explique comment les choses vont se faire dans le futur, ben, je vous promets que ça crée de l'émulation, ça crée de la motivation. Vous êtes encore un groupe, on fait sa vie, non, chez Saint-Gobain? Je voudrais rajouter quand même que, en fait, je pense que toutes les industries autour du développement durable sont quand même des industries d'avenir qui vont attirer, qui attirent d'ores et déjà et qui vont attirer de plus en plus, puisque c'est vraiment un sujet de société majeur, le développement durable. Donc je pense que c'est une énorme opportunité, un énorme besoin aussi, tout simplement. Et donc, je pense qu'on devrait pouvoir attirer effectivement des talents sur ces secteurs-là. Mais c'est intéressant parce que les grands groupes avant étaient plutôt taiseux. Aujourd'hui, les grands groupes parlent énormément. Oui, c'est comme je vais rebondir dessus. Quand on parle de l'industrie, on parle aussi de l'industrie automobile. On pourrait dire tiens, l'industrie automobile, tu en parlais, on dit tiens, c'est difficile, c'est compliqué en ce moment. Mais en fait, l'industrie automobile, c'est extraordinaire en ce moment. Ça se transforme. C'est une révolution qu'on peut toucher une fois peut-être dans sa carrière. Ça devient des sociétés dans le soft, dans le logiciel. Aujourd'hui, il faut venir des gens de la Silicon Valley pour les aider à se transformer. Donc c'est un moment extraordinaire pour y rentrer et conduire le changement ça sera quoi la nouvelle industrie automobile des 10-15 prochaines années? Oui, mais c'est le changement qui fait peur. Et c'est vrai que la technologie aujourd'hui, ça demande des vraies formations et il y a une méconnaissance. En fait, c'est la com qu'il faut. C'est d'expliquer que des métiers sont faciles et que la transformation, même si certains métiers vont être disruptés un petit peu, d'autres vont naître. Et c'est ça aussi. Tous les métiers vont évoluer. Oui. Il faut partir de ce principe-là. Aujourd'hui, on le voit bien. Qui est capable de dire comment on travaillera dans 10 ans? Avec l'intelligence artificielle, avec le télétravail, avec le travail nomade. Bref, beaucoup de choses vont évoluer, mais il faut être lucide sur ça, il ne faut pas en avoir peur, il faut le saisir comme une opportunité, il faut se former régulièrement, ça c'est quand même la première compétence, apprendre à apprendre. C'est le conseil qu'on peut donner à tout le monde aujourd'hui. Apprenez à apprendre. Si vous faites ça, vous serez employable. C'est ce que vous dites, vous, en tant que DRH, finalement. Parce que les DRH aussi vont être disruptés demain. Oui, d'une manière ou d'une autre. Tous les métiers. Mais après tout, moi je suis d'accord, hein, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Vous voyez, ça nous donne un peu de motivation, un peu d'excitation au travail. Vous voyez. Et puis le fait d'être dans du travail en équipe, c'est-à-dire que vous voyez vos collègues du marketing comment ils se transforment, vous voyez vos collègues de la finance comment ils se transforment, vous voyez vos collègues du commerce comment ils se transforment. Vous voyez, moi ce matin, j'étais à la plateforme du bâtiment à Nanterre. J'étais au milieu des équipes. Et j'étais dans une agence, de la plateforme du bâtiment. Et là, je voyais mes collègues, quoi. Les uns dans les rayons en train d'expliquer aux clients, les autres faisant de l'accueil client à l'entrée, les troisièmes étant à la caisse. Et là, vous voyez un collectif de travail en action. Et ça, vous voyez, avec une logique où vous dites, je réduis l'empreinte carbone du bâtiment, je vise à faire des économies d'eau, je vise à recycler. Et vous, monsieur le client, vous arrivez, vos déchets sont là-bas et on va s'en occuper. Ça deviendra des ressources de demain. On va les recycler dans nos usines de plâtre. On va les recycler dans nos usines d'isolation. Je vous promets que c'est motivant tous les jours. Vous êtes fait pour ça, je vous le dis tout de suite. Est-ce que ça veut dire aussi que dans la construction, il y a de la pénibilité aussi? Ça veut dire que la technologie aussi peut réduire cette pénibilité? Oui, la technologie contribue à ça, hein, l'intelligence artificielle, parce que ça permet de mieux superviser les installations industrielles. Donc oui, ça va réduire, mais d'un autre côté, ça va aussi ouvrir des nouveaux champs. Vous voyez, on va avoir besoin de plus de techniciens, on va avoir besoin de plus d'ingénieurs en cybersécurité. Vous voyez, par exemple, les métiers de la cybersécurité, il y a 15 ans, on n'en avait pas. Bien sûr. Aujourd'hui, on a, j'allais dire, beaucoup de personnes dans ce domaine-là. Et on aura besoin d'en voir. Et on en recrute. Voilà. Puisque là, on est dans le domaine. Donc oui, la cybersécurité, bienvenue chez Saint-Gobain. Laurent, Marco, un peu de prévision, les secteurs qui vont recruter le plus cette année? Il y a le secteur de la santé. Qui a beaucoup recruté, ça c'est certain. Que ça soit d'ailleurs dans la santé, mais aussi dans les laboratoires de biotechnologie, dans le medical device, ça va continuer à être des marchés porteurs. Je pense que dans le secteur de la grande consommation, on va quand même avoir aujourd'hui, on le voit bien, un soutien de la consommation en France. Donc moi je suis
Et puis évidemment le secteur IT, transformation digitale, ça va être c'est un gros secteur. Il y a aussi quand même la défense qui va continuer à être très active, puisqu'il y a des carnets de commandes qui sont très importants. Le nucléaire, on avait fait une émission sur le nucléaire qui justement était très dynamique. Il y a des besoins, absolument. Qui va pousser ou pas? Bon, il y a des domaines, on pourrait passer beaucoup de temps. Il y a des domaines qui ont beaucoup de besoins de recrutement, d'ailleurs des difficultés qui sont tous les comptables. Il y a plein de domaines où il y a effectivement beaucoup de recrutement. Peut-être moi je voudrais rajouter un petit mot sur un sujet dont on n'a pas trop parlé, qui est l'IA. Parce que l'intelligence artificielle, ça peut être considéré comme une sorte de menace. Est-ce que ça va finalement détruire de l'emploi? Est-ce que ça va parce que ça va augmenter la productivité? Il y a une étude qui est hyper intéressante qui a été faite par McKinsey. Et en fait, ce qu'on prévoit, c'est que grâce à l'IA, en fait, la croissance va augmenter de 16% dans les 6 prochaines années. 16%. Donc oui, il va y avoir des gains de productivité. Il va y avoir des transformations des métiers, mais il va y avoir aussi beaucoup plus de croissance. Absolument. Et donc finalement, on ne s'attend pas tellement à des destructions d'emplois, on s'attend plutôt à une transformation des emplois. Et Le Monde l'a bien compris, le journal, puisqu'ils viennent de faire un partenariat avec OpenAI, avec ChatGPT, comme quoi, s'il y avait bien 2 mondes qui ne pouvaient pas se rencontrer, c'était eux, et finalement ça fonctionne. Un monde que vous avez envie de rencontrer, c'est le football, avec Philippe David. Bonsoir Cécile. Alors attention Philippe, parce qu'ici, il y a que des passionnés de football. Supporter de quelle équipe? Allons-y, on fait le sondage. Olympique de Marseille, bien sûr. On va en parler. On est obligé On va en parler. On est obligé de vous expulser, pardon. Parisien, on va en parler. Parisien et parisienne. Bon alors, le menu des vraies voix du foot. On va revenir sur la première journée de l'année qui a eu lieu ce week-end et on va faire le focus sur 2 clubs. Un club mythique. Bien sûr. Une chanson. Allez, qui c'est les plus forts évidemment? C'est les Verts. On va donc parler de Saint-Etienne qui a battu Reims 3-1 et de l'OM qui a battu Le Havre 5-1. Ah, enfin. Mais vous voyez, elle est plus dure que moi. Oui, c'est un peu désagréable ce enfin. Mais une victoire peut-être en trompe-l'œil parce que c'était Le Havre en face. Vous voyez, je modère votre enthousiasme. Dur, ça. Le sondage du jour, ce sera notre 3e sujet. C'est une banderole à Lens lors de Lens TFC qui a fait beaucoup de bruit. Le actionnaire et joueur de notre club, le football moderne nous donne la gerbe. Ça parle de Seko Fofana qui revient en France depuis l'Arabie Saoudite, mais à Rennes, alors qu'il est actionnaire de Lens. Et on vous pose cette question sur Twitter. Comme écrit sur une banderole des supporters sans rire lors du match opposant Lens à Toulouse, le football moderne vous donne-t-il la gerbe? Votez sur Twitter et appelez-nous au 0826 300 300. On est dans le Parlons Vrai. Et on conclura. Ah voilà. Voilà, c'est ça. Et on conclura avec le mercato d'hiver et le But Football Club avec Alexandre Corboz. Et vous ne serez pas tout seul. Ah bah non, on sera évidemment avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Senna. Et nous on se évidemment retrouve les supporters demain. Demain pour les vraies voix à partir de 17h. Vous voulez pas chanter avec moi? Football et on n'a pas de frontières. Vous voulez que je vous balance la météo ou pas? Merci beaucoup Nicolas Leroy, merci à nos invités. On se retrouve demain à partir de 17h dans les vraies voix. Salut, bonne soirée. Bonjour, c'est Valérie Expert. Bonjour, c'est Gilles Grossman. Et alors, on vous souhaite une super année 2025. Très bonne année 2025 avec nous à l'écoute de Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.